Bonjour, je voulais creuser avec vous, avec un petit peu de temps, un peu de profondeur, l'état réel de la fabrication de la loi en France, ses forces, car on a un acquis, mais aussi ses faiblesses, et voir comment on peut aujourd'hui mettre sur la table un certain nombre de propositions pour améliorer cette fabrication de la loi, à savoir notre ciment commun. Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que elle est démocratique. Ce sont les assemblées qui tranchent et elle est aussi un long processus d'études et on peut estimer que de ce long processus d'études, eh bien, il y a une certaine distillation de la loi qui fait que, en finale, en tout cas, les principaux problèmes ont été vus et c'est la majorité démocratique qui, de manière éclairée, a pris les décisions. Bon, voilà, ça c'est à la fois l'état actuel des choses et en même temps, c'est un peu l'image d'Épinal. Parce que qu'est-ce qu'on peut critiquer sur l'état actuel de la fabrication de la loi? D'abord, le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Le fonctionnement de l'Assemblée nationale est toujours de fait un fonctionnement en urgence. Hein, s'il est, si les citoyens voyaient comment sont votés les amendements en commission, en hémicycle, ils seraient passablement dégoûtés parce que pour certains d'entre eux, les débats sont ultra rapides, voire inexistants, tronqués, euh, et, euh, et donc il y a de fait un vrai problème d'embouteillage de l'Assemblée nationale dû à la rareté du temps parlementaire et dû à la multiplicité des sujets à traiter. Pas facile à traiter, cette contradiction hein, entre démocratie, multiplicité des sujets à traiter et en même temps rareté du temps parlementaire. C'est un peu autour de ce débat qu'il y aura la procédure dérogatoire des ordonnances, où là, le Parlement est appelé en avis à la fin du processus et au début, pardon, et à la fin du processus, mais par contre, il n'y a plus cet examen amendement par amendement du texte. Donc première critique, embouteillage, rareté du temps de débat, débat tronqué, rajouter à ça qu'il peut y avoir, de par l'opposition des pratiques d'obstruction parlementaire, hein, ça donne quelque chose qui de temps en temps est très frustrant et qui, au-delà de la frustration, est critiquable au niveau de la qualité de la loi produite. Deuxième critique, qui celle-là est encore plus fondamentale, donc plus on avance dans une société moderne, plus les sujets traités sont complexes. Et là, il y a une vraie contradiction entre la complexité, la technicité des sujets traités, et en même temps, bon, le fait qu'ils sont abordés par des représentants du peuple qui ne sont que des généralistes. Après tout, ils ont eu leur parcours professionnel intéressant de temps en temps, mais en tout cas, qui n'est qu'un parcours professionnel parmi des milliers. Et donc, tension entre technicité, complexité du sujet à traiter et donc formation généraliste des représentants du peuple. Rajoutez à ça que les amendements examinés par les parlementaires, pour l'essentiel, ils ont été suggérés, mais quand je dis suggérés, ils ont été donnés après avoir été écrits de A à Z par des corps intermédiaires ou par des lobbyistes. Hein, et que très souvent, c'est d'ailleurs un sujet de plaisanterie entre députés, eh bien, on peut très clairement identifier le paquet d'amendements qui a été fourni par telle association de grandes entreprises ou telle grande association de citoyens, c'est parfaitement identifiable. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que les parlementaires sont
relativement fragile par rapport à des corps intermédiaires, des associations qui sont engagées à fond dans un sujet, de temps en temps donc avec des mobiles parfaitement louables, mais en tout cas avec une cause à défendre, avec un point de vue partisan. Et ils n'ont pas, et ça m'a frappé, ils n'ont pas la culture générale sur le sujet abordé pour pouvoir pour avoir un dialogue équilibré avec les corps intermédiaires et les lobbyistes, voire même l'administration centrale du gouvernement. Il y a là un sujet central pour l'avenir de la démocratie représentative. Je suis pour ma part un partisan de la démocratie représentative. Je pense notamment qu'un certain nombre de sujets doivent être traités de manière approfondie dans le temps et non pas dans l'émotion d'une démocratie directe qui privilégie l'instantané et l'émotion par rapport à la démocratie représentative. Encore faut-il que les représentants du peuple, ils aient cette donc encore une fois, culture générale par rapport au sujet sur lequel il veut intervenir pour pouvoir être vaccinés contre les manipulations. Oui, peut-être une anecdote pour illustrer les dérives qu'il peut y avoir. Euh, Bon, on est en 2003, je suis membre de la commission des affaires économiques. Et sur proposition d'ailleurs du président Ollier, je suis élu rapporteur, c'est-à-dire un petit peu le parlementaire qui est cheville ouvrière de la loi sur la loi de confiance dans l'économie numérique. Première grande loi Internet de la loi française. Alors, tout le monde vient me féliciter. Et puis, je vois arriver, au moment du déjeuner deux administrateurs qui d'ailleurs sont des gens très bien, qui sont devenus des amis et qui me félicitent et qui me disent Monsieur le député, bravo, vous êtes rapporteur. Écoutez, nous sommes les administrateurs, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires de haut niveau qui sont rattachés à l'Assemblée nationale et, et qui me disent, bah, écoutez, vous venez d'avoir cette responsabilité, nous nous mettons à votre disposition 24 heures sur 24 et donc nous allons vous accompagner là-dessus. Alors je leur dis, mais attendez, quelle est la répartition du rôle entre moi et vous? Ah, et ils me répondent en toute candeur, monsieur le député, on peut tout faire si vous voulez, hein. On peut faire vos interventions, les amendements, donc voilà, franchement, on peut tout faire. C'est pour moi symptomatique, si vous voulez, si on n'y fait pas attention, de la marginalisation qu'il peut y avoir de celui qui est le représentant de la nation. Et je leur ai dit en riant, oui, sauf que il se trouve que c'est un sujet sur lequel j'ai des convictions. J'ai des convictions. Alors je vous propose qu'on travaille ensemble, mais à partir de ces convictions. Et je me rappelle tout de suite leur frayeur parce que on commence à l'article 1 et l'article 1 qui nous était venu du ministère de la Communication était d'une complexité terrible sur la communication en ligne. Et je me rappelle très bien leur dire non mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire comme article 1. On fait une des premières grandes lois sur Internet, il faut faire un article 1 qui soit fondateur et on va dire donc article 1, la communication en ligne est libre. Et là je vois la stupeur donc de ces hauts fonctionnaires qui sortaient du cadre, vous voyez, pensé par le ministère de la Communication. Et, euh, et depuis, bien entendu, la loi a été passée comme ça et ça a des conséquences en termes juridiques considérables. Tout simplement parce que à un moment donné, un député, en l'occurrence moi-même, avait osé dire attendez, on va revenir à ce qu'est la loi, à ses principes fondamentaux, et à poser ce principe-là. Voilà pourquoi, vous voyez, je suis un peu mobilisé pour que les parlementaires
puisse exister par rapport aux administrations centrales, par rapport aux fonctionnaires, par rapport, encore une fois, aux corps intermédiaires, aux lobbyistes. Il faut que on la réinvente, cette démocratie représentative, aux parlementaires qui ont l'honneur de représenter notre pays, de faire l'effort de formation pour pouvoir être dans ce rôle-là, dans cette fonction-là. Et donc moi j'ai eu, pour le moment c'est encore qu'un projet, j'ai eu ce beau projet de formation d'une université des députés. Alors, quel en serait l'objet de cette université des députés? Ça serait de dire, au moment où une commission est désignée pour travailler sur un texte, eh bien, donc composée d'un certain nombre de parlementaires, eh bien, il faut absolument que ces parlementaires, avant de se lancer dans l'examen de ce texte, eh bien, ils aient, s'ils le veulent, de manière volontaire, un cursus de formation qui va leur permettre de poser de manière un peu structurée les données, le cadre, l'environnement de ce projet de loi. Alors, vous me direz qu'il y a des auditions, c'est vrai. Vous me direz qu'il y a tout un tas de littérature qui est disponible. Mais franchement, quand on voit la vie réelle des parlementaires, il y a vraiment besoin d'une mise en forme, d'une assistance, enfin bref, de la construction d'une formation en bonne et due forme, de culture générale sur ce sujet, pour faire des lois de qualité. Je pense qu'il y aurait là une piste de progrès incontestable. Ce projet est à construire, bien sûr, hein, mais si j'ai l'honneur d'être élu, eh bien, je porterai ce projet. C'est un des projets qui me tient le plus à cœur, de pouvoir continuer à avoir une démocratie représentative vigoureuse, avec tout ce qu'elle a de fort en France, et notamment cette représentation vraiment réussie de tous les territoires français, et en même temps une démocratie représentative moderne, à l'époque où nous vivons au XXIe siècle, avec des enjeux législatifs de plus en plus complexes, de plus en plus controversés en termes des intérêts en jeu. Et donc, je crois que la personnalité du député, le travail du député en serait grandement revalorisé. Il faut absolument que pour la masse des députés et la masse des lois, on fasse des progrès dans cette culture générale de notre monde moderne, de notre modernité. Autrement, encore une fois, la démocratie représentative pèsera peu de choses par rapport à la technocratie, par rapport aux groupes de pression organisés, par rapport au lobby. Et à terme, je serai inquiet sur son avenir démocratique. Je serais très intéressé d'entendre vos réactions à à cette proposition d'université des députés et d'évolution de la démocratie représentative française. Au revoir.